La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. C'est au cours de la dernière fin de semaine que s'est effectué le passage à l'heure estivale au Québec. Le service de sécurité incendie de la ville de Thetford Mines a voulu profiter de l'occasion pour rappeler à la population l'importance de vérifier l'état de leur avertisseur de fumée et d'en remplacer les piles au besoin. M. Kyle Landry, directeur du service de sécurité incendie, a déclaré que bien que les statistiques démontrent une certaine amélioration, les interventions du service ont permis de constater qu'il y a encore beaucoup de résidences qui ne disposaient pas d'avertisseurs de fumée ou en possédaient un qui n'était pas fonctionnel. J'invite donc la population à porter une attention particulière à l'état de leur avertisseur, de mentionner le directeur Kyle Landry. Pour savoir si votre avertisseur de fumée est fonctionnel, il suffit de presser sur le bouton d'essai quelques secondes pour que le signal d'alarme se fasse entendre. S'il est en bon état, l'avertisseur émettra un signal sonore immédiatement après le déclenchement du bouton d'essai. Si l'appareil est relié à une centrale, il est important d'appeler au préalable pour informer qu'un exercice de vérification sera effectué sous peu. Le service de sécurité incendie recommande de remplacer périodiquement la pile ou d'utiliser, si possible, un avertisseur muni d'une pile longue durée au lithium. En aucun cas, il ne faut retirer la pile de l'avertisseur ou encore le débrancher, même si celui-ci se déclenche inutilement. Il est également primordial de respecter les consignes du fabricant quant à la durée de vie d'un avertisseur de fumée qui est de 10 ans. La date de fabrication ou d'expiration est indiquée sur le boîtier. Deux types d'avertisseurs de fumée sont présents sur le marché. Un avertisseur de fumée de type photoélectrique est moins sensible et occasionnera moins de fausses alarmes, telles que pour la fumée de cuisson, tandis qu'un avertisseur de fumée à ionisation est très sensible et se déclenche beaucoup plus facilement. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site web de la ville de Thetford Mines sous l'onglet « Vivre à Thetford » sécurité publique ou contacter le service de sécurité incendie au 88 338 9183. À l'instar de plusieurs municipalités québécoises, la ville de Thetford Mines a adopté lors de la séance publique du 7 mars dernier la déclaration municipale sur l'habitation initiée par l'Union des municipalités du Québec afin que des mesures stratégiques soient mises en œuvre pour contrer la pénurie de logements. En plus de reconnaître l'urgence d'agir au chapitre de l'habitation, la déclaration propose au gouvernement du Québec une dizaine de pistes d'action concrètes et innovantes à mettre de l'avant rapidement. Entre autres, les mesures visent à déployer
de nouveaux logements sociaux, à soutenir les municipalités et différents organismes du domaine de l'habitation en vue d'augmenter l'offre de logements abordables, à maintenir d'un programme visant la création de logements sociaux en complément d'un programme visant la création de logements abordables, à permettre aux municipalités d'agir à titre de mandataires dans l'application des programmes du gouvernement, à appuyer financièrement les municipalités dans l'utilisation de leurs pouvoirs, à compléter le financement des logements annoncés dans le cadre des programmes Accès Logis et à remettre en état les logements sociaux barricadés et en mauvais état par l'attribution des sommes prévues à l'entente Canada-Québec sur le logement. Se loger est un besoin fondamental et il est primordial de s'assurer que les Québécois puissent accéder à des logements en bon état et abordables. Chez nous, le nombre de nouvelles unités de logement ne cesse d'augmenter et malgré tout, la pénurie demeure. Cette situation est très préoccupante et doit être une priorité pour les gouvernements, de mentionner le maire, M. Marc-Alexandre Brousseau. Ce dernier ajoute, grâce à la mobilisation des municipalités du Québec, nous espérons pouvoir faire bouger les choses. La ville d'Israël a récemment entériné 2 nouvelles ententes de partenariat pour l'utilisation de son écocentre avec les municipalités de Saint-Julien et de Saint-Fortunat. Nous sommes heureux de constater que toutes les municipalités du secteur sud de la MRC des Appalaches utilisent maintenant notre écocentre, de mentionner le maire de la ville d'Israël, M. Charles Audet. Et celui-ci de compléter, je tiens à remercier sincèrement les municipalités pour leur précieuse collaboration dans le traitement de ces ententes. Le maire Audet mentionne que l'écocentre sera ouvert cette année les samedis de 8 h à midi du 23 avril au 29 octobre et les mercredis de 16 h à 20 h du 4 mai au 7 septembre. L'écocentre est un centre de récupération de matières résiduelles complémentaires aux collectes régulières à domicile. C'est un tout-en-un pour la récupération dans 6 catégories de matières, soit pour les matériaux de construction, les encombrants, les matériaux granulaires, les ferreux, les non-ferreux et les plastiques, d'expliquer Charles Audet. Pour utiliser les services de l'écocentre, les citoyens des municipalités partenaires, soit Beaulac-Garbé, la paroisse d'Israël, Saint-Fortunat, Saint-Jacques-le-Majeur de Wolfstown, Saint-Joseph de Coleraine, Saint-Julien et Sainte-Praxède doivent d'abord contacter leur municipalité. Pour chaque demande, celle-ci remettra un formulaire d'accès que le citoyen devra ensuite remettre à l'employé présent à l'entrée de l'écocentre situé au 60 de la rue industrielle. La ville d'Israël possède plusieurs infrastructures et elle veut en faire profiter tous les citoyens du secteur sud. Nous sommes ouverts à conclure d'autres ententes avec les municipalités voisines, que ce soit pour les services des loisirs, incendies ou autres, de conclure le maire Charles Audet. La MRC des Appalaches et Tourisme Région de Thetford profite de la reprise de la programmation des institutions du spectacle, du sport et des événements pour inviter les promoteurs ainsi que la population à consulter régulièrement le calendrier en ligne quoifaire-region-thetford.com. Cette plateforme facilite le regroupement en un seul endroit de l'ensemble de l'offre événementielle de la région de Thetford. Par le fait même, elle permet aux organisateurs de mieux promouvoir leurs événements
alors que la population y trouve une banque d'informations pour mieux organiser leur temps de loisirs. En ligne depuis 2018, le calendrier a continué d'opérer malgré la gymnastique complexe de tous les reports et annulations qu'ont connu les secteurs événementiels, culturels, sportifs et de loisirs pendant les 2 ans de la pandémie. On peut parler maintenant d'une relance quasi complète depuis quelques semaines, alors que les salles de spectacle de la région de Thetford peuvent à nouveau accueillir leur clientèle à 100% de leur capacité, que les événements extérieurs de moins de 5000 personnes sont possibles et que la capacité d'accueil des bars et des restaurants sera de 100%, alors il faudrait dire est de 100%, depuis le 12 mars, de mentionner M. Luc Rémillard, directeur de Tourisme Région Thetford, la MRC des Appalaches et Tourisme Région de Thetford profite donc du contexte pour proposer à la population ainsi qu'aux organisateurs d'événements de s'approprier de nouveau le calendrier en ligne. Les municipalités, les organismes à but non lucratif et les entreprises privées peuvent inscrire gratuitement au calendrier les événements qui s'adressent à l'ensemble de la population et qui respectent certains critères d'admissibilité. Pour ce faire, il suffit de compléter un formulaire disponible en ligne. Pour y accéder et prendre connaissance des critères d'admissibilité, consultez quoi faire regionthetford.com. Alors, il est temps de faire une pause avec la présentation de notre capsule linguistique. Par la suite, nous aurons le plaisir d'accueillir le député de Mégantic-l'Érable, M. Luc Berthold. L'usage de l'adverbe de négation « non » s'emploie-t-il avec ou sans trait d'union? L'emploi de l'adverbe de négation « non » devant un mot cause souvent des difficultés. La règle est toutefois fort simple. L'adverbe « non » employé devant un nom commande l'emploi du trait d'union. Exemple, la non-violence, la non-conformité, la non-participation, un non-fumeur ou un non-voyant s'écrivent avec un trait d'union. Par contre, l'adverbe « non » employé devant un adjectif ne demande pas le trait d'union. Exemple, une manifestation non violente, une personne non voyante ou un usage non conforme s'écrivent sans trait d'union. Curiosité, la locution trait d'union s'écrit sans trait d'union. Alors, Madame, Monsieur, comme promis, j'ai à titre d'invité M. Luc Berthold, qui est député à la Chambre des communes, représentant de la circonscription de Mégantic-l'Érable. Alors, bonjour Luc. Bonjour, Alors, toujours un petit peu de difficulté avec le nom de la circonscription. Ça a changé souvent. Comme journaliste, là, vous l'avez vu, ça a été Frontenac, ça a été... C'est ce que j'allais dire, Frontenac, et là, j'ai eu le moment d'hésitation. Or, dans un premier temps, félicitations d'abord pour ces nouvelles nominations, ce nouveau rôle. Et j'aimerais dans un premier temps que vous nous expliquiez en quoi consiste ce nouveau rôle d'adjoint au chef de l'opposition et de lieutenant au Québec. C'est une belle marque de confiance que m'a accordé la chef intérim, Mme Candice Bergen.
Après que, vous savez, les conservateurs, après une élection, on n'aime pas ça garder nos chefs quand on ne gagne pas, ça a l'air. Donc, effectivement, on a changé le chef, M. Erin O'Toole, a dû quitter. Puis après sa démission, on a voté ensemble pour élire Mme Bergen au titre de chef intérimaire. Elle devait se doter d'une équipe autour d'elle pour justement s'organiser pendant la course au leadership qui a cours présentement au Parti conservateur pour s'assurer qu'on soit toujours très présent en Chambre et tout ça, pour, dans le fond, continuer de critiquer le gouvernement. C'est le rôle de l'opposition. Puis elle a choisi des gens autour d'elle et pour remplacer M. Reyes, qui a décidé de ne pas se représenter comme lieutenant politique, de ne pas solliciter le poste à Mme Bergen, parce qu'il souhaitait, lui, s'impliquer dans la course au leadership, bien, elle m'a demandé d'occuper ces fonctions-là. Donc, lieutenant politique pour le Québec, c'est s'assurer de l'organisation sur le terrain, s'assurer que les revendications des gens du Québec soient bien entendues autour de la table quand on discute avec les différentes provinces avec la chef. Et chef adjoint, bien, c'est, comme le dit le nom, c'est comme, si on comparait ça, c'est un peu le poste de vice-première ministre qu'occupe Mme Freeland. Quand on remet dans un miroir, là, devant un miroir face à l'opposition, c'est un peu le rôle que j'occuperais dans le cabinet fantôme de l'opposition officielle. Donc, quand Mme Bergen n'est pas là, c'est moi qui la remplace. À la période de questions à la Chambre des communes, Mme Bergen et moi, on sépare toujours les premières questions au premier ministre. Donc, ça donne beaucoup de travail, beaucoup de visibilité, puis beaucoup de responsabilité aussi. Puis, comme j'ai dit, c'est vraiment un privilège là, que Mme Bergen m'ait choisi pour occuper cette fonction-là. Ces changements-là ou ces nominations-là se sont faits selon un certain consensus? Bien, comment ça fonctionne? C'est la chef qui choisit. Quand il y a un changement de chef, automatiquement, toute l'équipe est à renouveler. Tout le monde, son poste est en jeu. Donc, quand M. O'Toole est parti, Mme Bergen devait renommer des gens. Et, elle a renommé un nouveau leader parlementaire, un nouveau whip. Ça, c'est celui qui s'occupe de la discipline au sein du parti. Puis, elle a redistribué quelques rôles de porte-parole dans l'opposition au niveau des différents dossiers. Puis, c'est vraiment, ça lui appartient à elle, le choix des personnes. C'est évident que M. Reyes a sûrement dit des bons mots pour moi à Mme Bergen quand il lui a annoncé qu'il partait. On est très, très près l'un de l'autre. C'est notre voisin de comté du côté de Plessisville-Princeville. Donc, c'est pas un consensus. C'est vraiment le choix de la chef de nommer les gens qui l'entourent. OK. Et à partir de ce moment-là, vous allez être tenu à une certaine neutralité dans le choix du prochain chef. Oui, effectivement. On est une équipe intérimaire. Donc, je suis là jusqu'à l'élection du chef, qui est le 10 septembre prochain. La condition pour accepter des postes dans l'équipe intérimaire, c'est de ne pas se prononcer pour ou contre aucun candidat, puis de ne pas s'impliquer dans la campagne au leadership. Pour une raison bien simple, c'est qu'on est très, très bien placé pour donner de la visibilité ou pas à un candidat. Quand on pose des questions, on pourrait pousser des idées, des opinions de l'un ou l'autre des candidats. Donc, pour éviter ça, pour s'assurer qu'en Chambre, on continue d'être un parti uni, avec un seul objectif, c'est de démontrer les erreurs du gouvernement en place, de proposer notre programme, puis de faire en sorte que les Canadiens voient c'est quoi le travail qu'on fait, puis le travail que le gouvernement ne fait pas, parce que c'est un seul rôle d'opposition. Bien, pour être capable de garder cette unité-là, il faut être capable de parler avec les députés qui vont se ranger dans un camp ou l'autre. Donc, en demeurant neutre, c'est ce qui nous permet de faire ce travail-là de la meilleure façon. Luc Berthold était prêt à respecter cette neutralité? Bien, j'ai eu deux questions à me poser. Là. Est-ce que ma famille était d'accord? Parce que ce genre de décisions-là qui impliquent du temps, qui impliquent de l'investissement dans la carrière, ben, je les prends toujours avec Caro puis les enfants. Donc ça, c'était la première chose. Ils m'ont appuyé là-dedans. Puis la deuxième, c'était effectivement, est-ce que je souhaitais être impliqué dans la course au leadership ou pas pour choisir le prochain chef, ou est-ce que je me sentirais plus utile comme chef adjoint pour préserver l'unité du parti? C'est ça que j'ai choisi de faire, de rester neutre dans la campagne parce qu'on a passé des moments plutôt difficiles au cours des derniers mois au sein du Parti conservateur. Puis je pense que mon expérience en politique, ça fait quand même déjà plusieurs années, était plus utile
à conserver cette unité-là au sein du parti pendant la course au leadership qu'à m'impliquer dans la course. J'ai été très impliqué dans les 2 courses précédentes où on avait choisi M. Andrew Scheer. Ce coup-là, j'avais choisi le bon camp, j'avais appuyé M. Scheer. La dernière fois, j'avais appuyé M. McKay, mais c'était M. O'Toole qui avait gagné. Mais j'avais été vraiment impliqué à fond de train dans ces 2 campagnes au leadership-là. Cette fois-ci, je vais vivre ça différemment, plus comme observateur, mais avec un rôle quand même très important et beaucoup de visibilité pour le comté de Mégantic-l'Érable aussi, parce que je suis très présent dans les médias, je suis très présent à la Chambre des communes. Ça me permet d'avoir une meilleure écoute aussi des différents ministres pour faire avancer nos dossiers ici. OK. Puis au niveau du choix du chef, il faut dire que la période estivale risque d'être active. Bien, les candidats vont être sur le terrain, c'est sûr. Là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est des candidats qui vendent des cartes de membres parce qu'il y aura un vote le 10 septembre. C'est un vote qui est réservé uniquement aux membres. Donc, ils ont jusqu'au mois de juin pour faire le plein de membership pour les appuyer. Puis par la suite, entre le mois de juin et le mois de septembre, on va voir les candidats se promener partout dans toutes les provinces pour essayer de convaincre les gens de voter pour eux. C'est un scrutin qui est préférentiel, c'est-à-dire que tous les membres votent les choix numéro 1, 2, 3, 4, puis au fur et à mesure qu'il y a un candidat qui est éliminé, ses votes, ses 2e, 3e choix s'en vont aux candidats restants. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais chaque vote est important. Donc, pour eux autres, il faut absolument qu'ils fassent campagne au cours de l'été. Au moment où on se parle, il y a 5 candidats annoncés. Or, on verra bien comment ça va se passer. Tout à fait. Vous avez fait face à des événements que je qualifierais de désagréables dans le cadre des mesures sanitaires, puis un véritable siège à Ottawa. Oui. Alors, où on en est avec les mesures sanitaires fédérales? Oui, il faut faire la nuance, parce que la majorité des mesures, comme le port du masque, le passeport vaccinal, toutes ces mesures-là, c'est des mesures qui sont prises par le gouvernement du Québec. Au fédéral, on s'occupait des frontières, puis ça a été le premier gouvernement à imposer le vaccin pour ses employés, le gouvernement fédéral. On s'en souvient, 2 jours avant le déclenchement de la dernière élection, M. Trudeau avait imposé le vaccin aux employés de la fonction publique fédérale. Et alors que partout, tous les gouvernements sont présentement en train de lever les mesures sanitaires, le seul gouvernement qui ne bouge pas, qui reste assis sur ses positions, c'est le gouvernement de M. Trudeau. C'est donc dire qu'il y a des employés dans les bureaux de poste, il y en a plusieurs dans la circonscription ici, il y a des employés fédéraux qui ont perdu leur emploi parce qu'ils n'ont pas été vaccinés et qui sont toujours dans l'attente de le retrouver, alors que partout ailleurs, comme je l'ai dit, ces mesures-là ont été levées. Exemple, au Québec, on n'a pas exigé finalement la vaccination obligatoire pour les infirmières, mais quelqu'un qui travaille dans un bureau de poste ou dans un bureau à partir de chez lui à Ottawa, parce que les fonctionnaires fédéraux sont encore en télétravail, qui n'est pas vacciné ne peut même pas travailler à partir de chez lui. Donc, on demande à M. Trudeau de lever ces mesures-là, de nous présenter son plan, basé sur la nouvelle science, parce que vous savez, la maladie, le virus a changé, a évolué, mais nos connaissances aussi ont changé. On a maintenant des outils, des tests rapides sont disponibles, on a des traitements. Donc, c'est le temps pour le premier ministre de réévaluer la science dont il se disait toujours très, très préoccupé, puis c'était uniquement la science qui basait ses décisions. Bon, on lui demande d'écouter la science de 2022, puis pas rester sur la science de 2020. On pense que c'est la meilleure chose à faire pour le gouvernement fédéral actuellement. Alors, vous allez jouer le rôle de chien de garde à ce niveau-là? Bien, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. À la Chambre des communes, j'ai eu l'occasion de poser plusieurs questions à M. Trudeau. On a déposé une motion pour demander à M. Trudeau de nous présenter son plan pour redonner de l'espoir aux gens aussi. Parce que, alors que tout est en train d'ouvrir partout, on se demandait comment ça se fait que le gouvernement fédéral, lui, ne fait absolument aucun geste dans cette direction-là. Donc, on va continuer de poser des questions tant et aussi longtemps que M. Trudeau ne lèvera pas le pied sur ces mesures-là. M. Berthold, le temps qu'on avait était complètement écoulé, ou presque. On pourra, lors d'une visite à venir, parce qu'on aura le plaisir de vous accueillir à nouveau dans le cadre de notre émission, on pourra se parler de l'inflation. Oui.
Parce qu'on fait face à une inflation qu'on pourrait qualifier de galopante, là. Ah, c'est galopant, puis on dit que ça galope vite, hein, parce que tout coûte plus cher. Il s'agit d'aller à l'épicerie, le prix de l'essence partout. Ça a un impact sur notre capacité d'acheter des choses, sur plein de choses. Donc, si vous voulez qu'on en parle une prochaine fois, j'espère qu'il va y avoir des mesures dans le prochain budget fédéral pour aider les Canadiens à passer à travers ça. Entre Berthold, on vous remercie infiniment de votre visite et on vous invite à nouveau à venir nous rencontrer. C'était un grand plaisir, M. Fecteau. Alors, quant à vous, on vous remercie d'avoir été des nôtres. On vous invite à être là à nouveau la semaine prochaine pour une émission semblable. À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres.